Les causeries du musée Clémenceau. Je viens de vous dire, au nom de tous, la satisfaction et la fierté que nous avons de vous accueillir ici au musée Clémenceau. Comme vous l'avez remarqué, monsieur le directeur général, on a conservé dans cet ensemble une ambiance qui est celle lorsque Clémenceau y vivait, puisque c'est au jour de sa mort, en novembre 1929, qu'on a tout suspendu. Et c'est aussi, vous le savez, car vous êtes pour la plupart d'entre vous des fidèles, vous savez aussi que c'est grâce à la générosité américaine qu'on a pu acheter l'ensemble de cet immeuble. Nous vivons des loyers, et nous l'avons disputé, je dis nous, mais bien qu'un peu chenu déjà, je n'étais pas né, nous avons en 1930 disputé, en 1926 en fait, disputé aux voisins de Saint-Louis de Gonzague. Entrez donc, asseyez-vous. Saint-Louis de Gonzague, l'appartement et l'immeuble en général, et c'est ça qui nous permet d'y avoir installé ce musée et la galerie que plusieurs d'entre vous connaissent déjà, et où nous sommes très heureux de rendre hommage à la police nationale et au rôle que ministre de l'Intérieur entre 1906 et 1909, Georges Clémenceau, a pu jouer. Nous avons ici, je peux le dire, une dilection particulière pour la police, car nous sommes en fidélité avec ce qu'a voulu et ce qu'a fait Clémenceau, le tigre, et aujourd'hui encore, cette image stylisée est importante pour vous et reste présente. Nous avons à plusieurs reprises pu collaborer avec vous, le commissaire Belbé en particulier, vous connaissez peut-être, qui est aujourd'hui, je crois, dans le 9e arrondissement, et qui a eu l'idée de faire des concours autour de la personnalité de Clémenceau dans un certain nombre de collèges. Nous avons eu à l'accueillir, à l'approuver, et on a même un jour, place Beauvau, en présence du ministre, eu l'occasion de saluer ces initiatives. Mais aujourd'hui, c'est de vous qu'il s'agit, tous les deux, et vraiment, nous sommes contents, nous sommes fiers que vous soyez là, et nous allons être très attentifs à ce que vous allez nous dire, monsieur le directeur national de la police, cher ami, cher Séphora Corché, qui vous installez à la rencontre entre le sport de haut niveau et une compétence juridique du côté du droit privé. Et puis vous m'avez appris, je dois dire, c'est mon ignorance est grande, que le sambo était un art, en même temps un sport tout à fait nouveau, important et spécifique, où vous excellez. Alors vous allez nous parler de cela très, très librement. Nous sommes très gourmands de vous entendre pour signifier, encore une fois, qu'une fidélité, il y a naturellement la police, mais il y a aussi le sport, parce que vous avez vu que notre petite exposition a été l'occasion de rappeler à beaucoup de gens qui ont été surpris à quel point Clémenceau attachait de l'importance à la culture physique dans toutes ses conséquences. C'était vrai pour la mens sana in corpore sano, il aimait bien parler latin, même s'il préférait le grec, et c'était vrai aussi parce qu'il était un duelliste magnifique qui exigeait, bien sûr, qu'il maintint son corps dans une très bonne forme. Voilà, j'en dirai pas davantage parce que vous êtes tous désireux de vous écouter, l'un et l'autre. Merci encore d'être ici. Merci. Nous allons vous entendre avec un grand intérêt. Alors, à titre personnel, évidemment professionnel, je ne connaissais pas ce lieu, mais à culpa, en continuant en latin. Mais pour le coup, on a l'impression qu'il est là, quoi, en fait. Et c'est l'intérêt aussi de cet échange, qui finalement est transgénérationnel au fond. Vous m'avez eu la gentillesse de me faire visiter le musée. Cet homme qui a fait énormément de choses et finalement sur 3 ans d'exercice au ministère de l'Intérieur, il a fait quelque chose qui pour nous est essentiel. Il a créé les services auxquels j'appartiens depuis bientôt 40 ans. Vous voyez. Donc, mais il est transgénérationnel aussi grâce à la présence de Séphora, qui, je le dis, que j'ai découvert. On a appris à se connaître un petit peu depuis la semaine dernière et il est essentiel de bien lire sous sa photo ce qui est marqué. Elle est sportive de haut niveau, très haut niveau même d'ailleurs, elle le dira pas mais moi je peux le dire. Et puis de surcroît, elle est fonctionnaire de police, de la police nationale et elle a aussi un cursus universitaire et professionnel qui s'annonce brillant. Voilà. Donc je préfère le dire parce que c'est important et ça rejoint, je pense, l'imaginaire que la représentation qu'avait Georges Clémenceau et l'idéal de quelqu'un qui à la fois est en forme, affûté comme vous l'avez indiqué tout à l'heure et tout nous le démontre quand nous faisons l'exposition et puis la tête
la capacité à garder son sang-froid et la capacité à rester ferme sur ses ambitions et dans sa volonté. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, finalement, au fond, elle va vous l'expliquer aussi, mais de mon point de vue, c'est de vous exprimer à quel point finalement quelque chose qui paraît un peu surprenant au départ, une sportive de haut niveau et un policier peuvent se rejoindre sur des valeurs communes, avec une vision de leur métier ou de leur activité qui finalement fonctionne sur les mêmes ressorts, tant dans l'enquête criminelle, dans l'enquête de police, que pour atteindre des objectifs sportifs à haute valeur ajoutée. C'est ça, Sephora ? C'est exactement ça. Beaucoup de parallèles. J'ai vu une exposition, on en parlait tout à l'heure, mais je suis pas là pour la promouvoir, mais qui m'a beaucoup intéressé, du sport à la Belle Époque, au musée Marmottan. Certainement beaucoup d'entre vous l'ont vu, et finalement au fond ça donne une représentation assez claire de l'idéal de la gymnastique, du bien-être corporel au travers de l'activité sportive, et finalement ça permet de représenter finalement assez bien, d'imaginer Clémenceau dans les scènes peintes que j'ai pu voir à l'occasion de cette exposition, que je vous encourage à aller voir si vous l'avez pas vue, parce qu'elle est vraiment bien faite. Je sais pas si elle est toujours en cours, mais on constate quand même qu'il était multi-activité sportive, spécialiste de l'escrime. Les duels, c'est un sport peut-être un peu particulier, mais enfin, l'escrime, l'équitation aussi, on a vu ça, et puis même le vélo, la bicyclette. Et donc finalement, au fond, il était, j'ai pas envie de dire touche à tout, parce que ce serait absolument pas exact, mais finalement tellement multi-activité. Au fond, il était aussi bon en politique, certainement. J'ai pas d'avis sur le sujet, mais en tout cas, il a été visionnaire quand il a créé les Brigades du Tigre, et finalement qu'en sport, où il était très très exigeant avec lui-même, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Donc, je propose de passer la parole à Sephora pour qu'elle puisse quand même vous dire quelques mots, parce que je suis pas là pour monopoliser la conversation. Alors, merci à tous d'être présents. Donc, je m'appelle Sephora Corchet. J'ai 27 ans. Je suis actuellement sportive de haut niveau, affectée à la mission sport de la police nationale, parce que en parallèle, je suis effectivement fonctionnaire de police. Donc, je suis gardien de la paix, et récemment, je suis lauréate du concours d'officier. Donc, j'effectuerai ma scolarité en septembre. Donc, je suis présente ici parce que la police judiciaire, c'est quelque chose qui me parle vraiment. J'ai commencé mes études de droit avec comme objectif d'intégrer la prestigieuse direction nationale de la police judiciaire un jour. Et donc, le fait d'être présente aujourd'hui signifie beaucoup, parce que Clémenceau, comme vous le savez bien, est quand même à l'origine des Brigades du Tigre. Donc, honoré d'être ici parmi vous. C'est l'année des Jeux Olympiques. Et puis donc j'ai lu, parce que j'ai appris beaucoup de choses en venant vous rencontrer, que Clémenceau a fait partie du comité d'honneur au Congrès international d'éducation physique en 1913, et il a manifesté son soutien à la candidature des JO dès 1924. C'est quand même assez redoutable, quoi, d'avoir été finalement aussi à la pointe de tellement de sujets. Moi, c'est assez effarant dans un monde d'aujourd'hui où on est plutôt dans son couloir, comme on dit, à se préoccuper de ses centres d'intérêt. Alors, je parle même pas des individus eux-mêmes, mais là, cette ouverture sur le monde extérieur, cette ouverture sur les autres. Et puis finalement, au fond, il y a eu ce lien qui s'est fait entre nos fondateurs, nos pères fondateurs, sont Clémenceau et Célestin Aignan, qui ont créé les Brigades du Tigre, et puis le sport, puisque effectivement, on en reparlera, mais le sport est partie intégrante de la mission de police. Il était nécessaire, en fait, déjà à l'époque de la création des Brigades du Tigre, d'avoir des policiers qui soient capables de physiquement s'engager à l'occasion de l'arrestation des malfaiteurs qu'ils étaient chargés de traquer et d'arrêter et d'interpeller. Et le directeur de
général de la police nationale, Frédéric Vaux, l'actuel directeur général, est très très impliqué, très engagé dans la remise à niveau physique et sportive de nos collègues fonctionnaires de police, considérant qu'effectivement il faut revenir à des valeurs qui vont dans ce sens-là, en réinstaurant des heures de sport, en facilitant la pratique du sport pour nos collègues et donc en ce qui me concerne pour les enquêteurs. C'est important de le dire parce que finalement on est en 2024 et au fond finalement on ne fait que reboucler la boucle et donc les JO sont l'occasion aussi les Jeux Olympiques et Paralympiques de venir vous en parler. Et d'ailleurs, sur ce sujet, une institution qui est importante à connaître, qui est la mission d'accompagnement des blessés, des policiers blessés, qui a été mise en place en 2018. Et là, je regardais un petit peu les chiffres tout à l'heure que on a bien voulu me faire passer, vous m'avez fait communiquer, mais parce que moi j'avais pas en tête le volume, mais 12 000 policiers sont blessés par an, donc sur le territoire national. Évidemment, on parle des policiers, mais on pourrait tout aussi parler des gendarmes, c'est exactement les mêmes problématiques. Et donc la mission d'accompagnement des blessés vise à remettre en état psychologiquement et en validité physique des fonctionnaires qui, pour certains, sont grièvement atteints, notamment à l'occasion des problématiques de refus d'obtempérer dont vous avez entendu parler et qui sont malheureusement de plus en plus courants, avec des individus qui n'hésitent plus maintenant à écraser, à foncer sur des policiers qui finalement ne font que leur travail. Et accompagnent et accomplissent leur mission par rapport à des individus qui apparaissent extrêmement dangereux. Donc pendant une semaine, pour des agents qui sont blessés en opération, donc il y a des séjours de reconstruction qui sont mis en place, avec d'ailleurs des résultats qui sont assez probants. Et puis l'accompagnement psychologique, c'est important aussi pour nos collègues. Mais donc là, je vais repasser la parole peut-être à Sephora, puisque c'est un dialogue, c'est un échange, pour qu'elle vous parle un petit peu aussi de l'organisation du sport dans la police. Je crois que c'est un sujet important pour nous. Effectivement, le sport, vous le savez bien, est quelque chose de primordial dans la vie, notamment d'un policier, parce que la condition physique est l'arme première du policier. Et donc, en théorie, au niveau de la police nationale, on a l'obligation d'avoir 2 heures de sport hebdomadaires. Donc, avant, il fallait effectivement, sous nécessité des services. Donc, les nécessités de service faisaient qu'il n'y avait pas forcément tout le temps ces 2 heures qui étaient accordées. Mais le directeur général de la police nationale, donc Monsieur Vaux, est vraiment impliqué dans cette nécessité d'apporter le sport au sein des différentes brigades. Et donc, la semaine dernière a été votée normalement l'obligation des 2 heures effectives. Et la nécessité pourrait effectivement être mise en avant, mais 1 heure serait minimum. Donc, obligation d'1 heure hebdomadaire. Et ça, c'est très important. Ça montre que le sport est quelque chose de primordial pour nous, et même par rapport à la cohésion. Parce que le sport permet, ce que j'aime bien dire, effacer entre guillemets les hiérarchies. C'est-à-dire que lorsque l'on est dans la difficulté en faisant une activité sportive, que l'on soit commissaire, capitaine ou gardien de la paix, on souffre ensemble. Et donc, c'est vraiment, ça dilue tout ça et ça permet d'être ensemble, de nouer des liens encore plus forts par rapport à cela. Donc, ce qui est important aussi à retenir par rapport à mon service d'affectation, donc la mission sport. Donc, c'est un service qui a été créé encore une fois grâce à Monsieur Vaux, justement pour permettre aux sportifs de haut niveau comme moi, donc issus de 23 disciplines différentes,
donc nous sommes à peu près 66, de pouvoir représenter la police nationale, mais aussi la nation, parce que lorsque l'on va sur les différentes compétitions internationales, l'objectif étant de faire résonner l'hymne national. Donc nous sommes 66 athlètes sportifs de niveau qui représentons l'institution policière, bien évidemment parce que nous avons aussi en commun pas mal de valeurs, parce que le sport, vous savez, est un vecteur de valeurs, et là dans la police nationale on a aussi énormément de valeurs. Donc tout ça permet de remettre en avant le sport, et notamment dans la police grâce aux sportifs de haut niveau aussi. Et d'ailleurs, pour compléter ce que dit Sephora, effectivement, on n'oublie pas qu'en matière de police, il faut être formé au tir. Hein, nous sommes dotés d'une arme. C'est pas pour faire beau. C'est juste qu'effectivement, cette arme a la vocation à permettre d'exercer dans des situations qui sont compliquées, très compliquées quelquefois en matière de charge mentale, de stress et de capacité de discernement par rapport à des situations qui évoluent très vite aussi, à la fraction de seconde. Mais cet entraînement au tir n'a d'autre intérêt que de permettre, dans un certain nombre de cas, que de sauver et sa vie et celle de ses collègues qui sont à côté. Voilà. Donc ce sont des situations qui arrivent. Je peux vous certifier que de ce point de vue-là, les fonctionnaires de police ne dégainent pas leur arme aussi facilement que ce que certains ou certains médias veulent le laisser entendre. C'est un acte qui est lourd de conséquences. On a parfaitement conscience qu'au bout du canon, c'est la vie d'une autre personne qui est en face. Mais cet entraînement au tir, il est important. Et il rentre pleinement aussi dans les attributs, dans les obligations et dans les attributs du fonctionnaire de police. Alors, la cohésion, l'esprit de cohésion dans le sport et dans la police, au regard des valeurs olympiques, excellence, respect et amitié et l'engagement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du sambo, du sport de combat que tu pratiques, Sephora? Bien sûr. Et puis de la manière dont tu te prépares à tout ça. Bien sûr. Déjà, je pense que personne connaît le sambo. La samba, souvent, oui, on confond, mais non. Donc, effectivement, le sambo, c'est une discipline originaire de l'ex-URSS, donc qui a été inventée par les soviétiques, voilà. Donc c'est un sport de combat qui mélange plusieurs disciplines. Vous avez du judo, de la lutte et du grappling. Donc le grappling, c'est un sport de combat au sol. Donc l'objectif, c'est de soumettre l'adversaire, ou sinon effectuer une victoire totale, c'est-à-dire projeter l'adversaire sur le dos, un peu comme au judo un hippon, mais sauf qu'il faut rester debout. Donc autant vous dire que c'est compliqué parce qu'en face l'autre ne se laisse pas faire. Et donc c'est pas très drôle, mais c'est bien à pratiquer parce que c'est très complet. On peut aller sur les clés de cheville, les clés de bras, les étranglements quand on fait du sport du sambo combat. Donc j'aime beaucoup cette discipline et c'est un sport. J'aime beaucoup cette discipline, mais ça reste un sport en compétition, donc encadré, en respectant les règles. Donc je ne suis pas quelqu'un de violent, je suis très gentille dans la vie de tous les jours. Donc le sambo, c'est un sport de combat, certes, qui se pratique de manière individuelle. Mais par rapport au parallèle que je peux faire avec la police, c'est que certes, je pratique un sport de combat individuel, mais autour de moi, j'ai ce qu'on appelle un staff. C'est-à-dire une équipe qui m'accompagne vers ma performance. Et ce que j'aime et ce que je retrouve au niveau de la police, c'est aussi cet esprit de cohésion, de groupe, de collectif. Parce que seule, je ne peux pas faire cette performance. Certes, je suis toute seule sur la surface de combat parce que j'ai mon adversaire devant moi, mais à côté, si je n'ai pas eu la bonne hygiène de vie, notamment avec mon préparateur, ma nutritionniste, ou si dans ma tête ça ne va pas parce que j'ai des difficultés et que je mets pas fin à ces barrières en parlant avec mon préparateur mental, ma performance le jour J ne sera pas celle escomptée. Donc, ce que j'aime bien aussi au niveau de la police nationale, c'est cet esprit collectif. En fait, sur le terrain, par exemple,
on n'évolue jamais seul. Le policier, il est jamais seul, il est toujours accompagné d'un équipage, et cet équipage lui permet d'avoir une vision d'ensemble sur une situation. Et c'est ce que j'aime aussi et ce que je retrouve, et pourquoi j'ai choisi aussi de rentrer dans la police nationale, cet esprit collectif, cet esprit d'équipe que je retrouve aussi dans ma pratique du sport de haut niveau. Alors là, c'est la même chose chez nous. On travaille en collectif. Et les enquêtes, on ne peut les réussir que dans un collectif. En général, c'est le groupe d'enquête, hein, c'est l'unité de base avec une hiérarchie d'ailleurs, un chef de groupe et puis ses collègues, même si le chef de groupe partage évidemment le travail qui est accompli par ses collègues. Mais le seul gage de réussite en matière de police judiciaire, c'est le collectif. Tout seul, on ne fait pas grand-chose. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec des investigations qui sont de plus en plus complexes et qui sont de plus en plus spécialisées. Et c'est l'alliance aussi de toutes ces compétences qui permet au collectif de fonctionner. C'est important aussi d'avoir plusieurs regards croisés sur des problématiques, et je pense que Sephora, quand elle s'entraîne, elle a besoin aussi d'avoir un regard extérieur ou avoir un combat. Nous, c'est la même chose. Il est important d'avoir des approches différentes sur une même enquête. Et puis vous le retrouvez aussi par exemple sur les patrouilles pédestres par les policiers. Vous remarquerez qu'ils sont au minimum 3. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chacun se protège en réalité dans les déplacements. Et donc c'est important aussi, par analogie, dans les enquêtes, d'éviter d'avoir un seul regard, d'être dans ce qu'on appellerait un effet tunnel, mais je pense que tu pourras en parler, de manière à se remettre constamment en cause et dire voilà, est-ce que j'ai bien exploré toutes les facettes de mes investigations ? Est-ce que je suis pas parti sur une piste qui finalement au fond s'est avérée être une impasse ou qui risque d'être une impasse, de se terminer en impasse, et de reprendre finalement à la base l'exercice pour pouvoir peut-être démarrer différemment les investigations. Effectivement, cet effet tunnel, on le retrouve au niveau professionnel lorsque l'on est entre guillemets concentré sur une idée, on ne souhaite pas changer de direction. Et en fait, dans le sport du combat, c'est également le cas. C'est-à-dire que moi, ma discipline, elle se pratique sur une surface de combat, donc on a 5 minutes. Pendant les 5 minutes, à un moment donné, le cerveau, il est plus oxygéné, donc c'est machinal. Je fais et j'arrive plus à réfléchir. Et justement, le fait d'avoir mon coach qui est à la chaise et qui a un regard extérieur me permet justement de changer ma stratégie, parce que j'ai toujours, par contre, cette capacité d'écouter. Et ça, c'est aussi ce que je fais au quotidien au niveau de l'entraînement. Toujours être accompagné me permet de me dire que quand je serai en difficulté le jour J, je saurai compter sur lui, parce qu'il saura m'orienter au niveau des techniques ou des stratégies différentes à employer. Et donc cet effet tunnel, on le retrouve même en tant que sportif de haut niveau, parce que lorsqu'on part sur un combat, par exemple, on a un profil d'une gauchère, on va se positionner de façon à contrer cette garde. Et parfois ça fonctionne pas. Et le fait que le coach soit là pour nous dire attention, tu changes là parce qu'elle va monter la main à gauche, mais plus bas, on s'adapte. Donc c'est pour ça que l'effet tunnel, c'est quelque chose que l'on retrouve un peu partout, même au niveau du sportif de haut niveau. Alors en matière de police, ça va même un petit peu plus loin, parce que il ne vous a pas échappé que nous sommes confrontés dans le cadre de notre profession à des situations de stress, des situations aussi qui sont quelquefois compliquées à vivre au plan personnel, au plan familial, ce qui malheureusement conduit bien trop souvent d'ailleurs, mais des solutions qui malheureusement sont irrémédiables, avec des suicides qui sont quand même assez nombreux. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est un métier qui met sous tension, c'est un métier qui est difficile à vivre quelquefois, pas toujours, et qui apporte énormément beaucoup de choses aussi, mais qui quelquefois aussi est difficile à vivre pour les familiers, pour ceux qui entourent. Et là, le groupe, il est essentiel.
Le groupe, il est important parce que de plus en plus, on a pour mission d'accompagner nos collègues. Le chef de groupe, il a aussi ce rôle d'animateur de l'enquête, de la conduite de l'enquête, mais il y a aussi dans les relations humaines besoin d'accompagner ses collègues et on encourage extrêmement fortement la veille psychologique. Pour essayer de détecter, si c'est possible, ça l'est pas toujours, en tout cas pas souvent, mais de détecter des moments de fragilité dans des métiers où les choses ne s'expriment pas facilement, surtout quand elles touchent au plan de la personne, au plan de l'individu et de la vie personnelle. Et pour autant, c'est un métier qui demande beaucoup de disponibilité et qui amène ceux qui l'exercent à passer beaucoup de temps finalement de leur temps de vie au travail pour la mission qui est la leur. Et c'est un vrai sujet pour nous d'essayer de ne pas rater l'occasion de sauver quelqu'un à ce moment-là qui peut avoir une fragilité pour des raisons totalement extérieures, quelquefois évidemment, et c'est le plus souvent le cas quand même à l'exercice même du métier. Mais c'est l'environnement, c'est les problématiques personnelles et c'est en plus la charge mentale liée au travail qui finalement au fond amène certains à passer à l'acte. C'est un vrai point de vigilance pour nous, d'interrogation et sur lequel on souhaite poursuivre nos efforts parce qu'on n'a pas encore trouvé la solution miracle pour l'éviter. Je ne sais pas si elle existe d'ailleurs, mais en tout cas on accompagne énormément les personnels pour ça et on mobilise la chaîne hiérarchique pour l'amener à ce que les personnels puissent s'exprimer plus facilement et essayer d'éviter le drame. Tu veux intervenir peut-être ? Je suis d'accord. Pour rejoindre un petit peu, nous en tant que sportifs de niveau, on a parfois, on doit faire face parfois à l'échec. Parce qu'en fait, on se fixe des objectifs et on sait très bien que sur la place, le podium, il n'y a qu'une place de premier. Et souvent, on a du mal aussi à repousser nos limites. Et c'est pour ça que c'est très important de pouvoir parler à quelqu'un. Donc de plus en plus les sportifs prennent en considération cette problématique parce que le cerveau c'est le gouvernail. C'est-à-dire que si on ne va pas bien dans la tête, c'est compliqué ensuite de projeter les choses techniques sur le tapis. Et donc de plus en plus les sportifs de niveau se dotent de préparateurs mentaux, de coachs pour pouvoir pallier à cela parce que aussi en tant que sportif notre outil de travail c'est notre corps et en tant que sportif on pousse notre corps vraiment dans ses retranchements et parfois on est amené à être blessé. Donc lorsque l'on est blessé, c'est très très dur de repartir parce que à côté j'ai tendance à dire que c'est l'industrie, c'est-à-dire que les autres ils continuent à s'entraîner et quand on est en convalescence, c'est compliqué parce qu'on perd forcément du niveau. Et donc à ce moment-là, c'est important de pouvoir parler à quelqu'un pour reprendre confiance en soi et repartir aussi sur les tatamis. Donc je rejoins tout à fait Monsieur Sainte sur l'aspect psychologique, c'est très important même chez nous. On est amené à accompagner psychologiquement nos collègues à l'occasion d'affaires qui sont extrêmement stressantes et qui amènent des problématiques de charge mentale à gérer qui sont complexes. Typiquement, à l'occasion lors des attentats de 2015, j'étais en responsabilité à la préfecture de police, donc à la police judiciaire. J'ai eu évidemment le côté technique, le sujet de l'intervention de la BRI au Bataclan, la problématique de l'enquête, ça c'est un sujet assez technique. Mais derrière, au-delà de ça, c'est l'accompagnement des personnels qui ont été confrontés à des situations extrêmement traumatisantes, y compris des gros balèzes. Je parle de la BRI, qui ont été extrêmement courageux, qui ont été confrontés à des situations saisissantes et une pression, une tension extrême, et qui après décompensent et qui ont besoin d'être accompagnés et qui ont exprimé le besoin. Et croyez-moi, ce sont pas forcément des collègues qui facilement y viennent, mais ils avaient exprimé le besoin d'être accompagnés.
de pouvoir parler pendant quelques mois. Voilà. Avec par exemple des questionnements sur est-ce qu'on est bien intervenu, est-ce qu'on n'aurait pas dû intervenir avant pour sauver d'autres victimes, d'autres personnes, voilà ce type de choses. Est-ce que j'ai bien travaillé, est-ce que j'ai fait tout ce que je pouvais pour sauver ces gens? Ça, par exemple, c'est un exemple. Autre exemple, toujours lié d'ailleurs aux mêmes attaques, les personnels qui sont amenés, par exemple, à recevoir les familles qui, à cette occasion, évidemment, doivent annoncer un certain nombre de choses et qui ensuite les reçoivent pour leur restituer les effets personnels de leurs proches. C'est pas facile. Quand on en a plusieurs centaines, c'est très compliqué. Parce que là, évidemment, vous prenez directement l'émotion, la douleur des gens que vous avez en face de vous, et forcément, il y a une interaction qui se fait. C'est quelque chose qui est extrêmement traumatisant. Autre exemple, on a des collègues qui sont spécialisés sur tout ce qui est exploitation sexuelle en ligne de mineurs. Bon. Qui quelque chose qui se développe énormément et qui évidemment donc ces collègues passent leur temps, enfin c'est à voir des images, des films et des images pour caractériser évidemment des infractions, identifier les auteurs, avec évidemment en plus la charge mentale supplémentaire de dire on a affaire à il faut identifier des véritables prédateurs dans certains cas. Donc possiblement des victimes et d'autres victimes à venir. Ils ont besoin, et dans tous les services qui sont spécialisés de cet ordre-là, sur cette matière-là, de pouvoir de temps en temps lever un peu le pied et puis passer à autre chose. Donc on les fait tourner de manière justement à éviter que ce soit toujours les mêmes qui soient confrontés à ces images qui sont traumatisantes. En ce qui me concerne, mais c'est pour vous donner juste un vécu personnel. Bon, j'ai été chef de crime à Marseille dans les années 90. Les semaines de permanence, on travaille jour et nuit et on se relève plusieurs fois dans la nuit pour aller sur des affaires d'homicide. Et je me suis rendu compte, j'ai expliqué la fois dernière, que au bout de quelques nuits comme ça, on commençait à être un peu agité pour dormir, vous voyez, on retrouvait pas plus un environnement qui est quand même assez prenant, il y a des contextes qui sont assez lourds, et puis la vue, c'est quelque chose, la mémoire visuelle est quelque chose qui est extrêmement marquant pour l'être humain, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai interprété. Et donc c'est juste pour vous faire toucher du doigt un petit peu la réalité aussi du métier sous cet angle-là, du point de vue de l'investigation, mais c'est une réalité. Et donc on a besoin d'accompagner ses collègues avec des psychologues dans certains cas, dès lors qu'ils en font la demande ou dès lors qu'on détecte effectivement le besoin, et l'administration, la hiérarchie a pour mission d'assurer le bien-être de ses collaborateurs, ses collaboratrices. Voilà, c'est le rôle d'un chef de service de pouvoir l'amener. Et effectivement, on parlait de l'esprit sain dans un corps sain, le sport comme outil de dépassement de soi au quotidien, c'est vrai. Mais on a aussi une génération qui arrive, qui est une génération de fonctionnaires de police, à laquelle il faut qu'on explique que il y a ce qui se passait avant et comment ça doit se passer après, à partir du moment où on met un uniforme, parce qu'on représente une fonction, on représente une institution. Et ce passage-là, il est pour certains facile, pour d'autres c'est plus compliqué. Et donc on a aujourd'hui aussi à faire cet accompagnement dans l'attitude, dans le savoir-être, et pas uniquement dans le savoir-faire, dans la manière de s'adresser à autrui, dans la manière d'être, parce que j'en discutais avec mon adjoint tout à l'heure pour tout vous dire, et il y a une forme de vulgarisation de l'utilisation des produits stupéfiants qui est catastrophique, à la fois pour la santé individuelle évidemment, mais aussi pour la société, sous différents aspects. Mais il est tellement devenu banal, et je pèse mes mots en disant ça, que de consommer des produits stupéfiants, que d'arriver à faire
comprendre à certains ou à certaines que ça n'est pas acceptable quand on est fonctionnaire de police, c'est assez compliqué quelquefois d'amener la réalité du comportement par rapport aux propos qu'on peut tenir. Voilà. Donc c'est important d'avoir cette notion de sport qui doit permettre aussi à ces fonctionnaires, à ces enquêteurs, puisqu'on parle aussi des enquêteurs, d'évacuer leur stress, d'évacuer leur mal-être, de pouvoir s'exprimer, et puis de revenir à des valeurs de vie saine, voilà, tout simplement, et d'expliquer que non, les produits stupéfiants, ça fait pas du bien à l'organisme. Voilà, ça détruit petit à petit. Donc que l'alcool, c'est la même chose. Et donc je pense que de ce point de vue-là, on rejoint quand même un certain nombre de préceptes qui avaient été indiqués par Georges Clemenceau, qui était quand même aussi un des préfigurateurs sur ce sujet-là. Tout comme chez les sportifs de haut niveau qui, pour améliorer leur performance sportive, peuvent aussi tomber dans le dopage. Et ça, c'est problématique parce que certes, on a un résultat parce qu'on a la médaille, mais l'impact sur le corps à long terme est dévastateur. Et c'est aussi pour ça que l'on lutte et que, en tant qu'athlète, beaucoup prennent part justement à ce que notre sport soit entre guillemets clean, se prête au jeu sur l'antidopage. On en parlait la semaine dernière, et pour ceux qui connaissent, mais j'imagine que tout le monde connaît, j'étais allé visiter, j'avais emmené mon épouse et puis mes garçons visiter un établissement que je voulais voir depuis très longtemps, que j'ai pas eu le temps de voir, qui est le Familistère de Guise. Et donc Gaudin, qui est donc le patron de l'usine, qui voulait accompagner ses personnels dans leur bien-être aussi, avec un idéal, et je pense que ça rejoint assez, alors évidemment avec le côté paternaliste et tout ça, alors il le faisait sans doute pour améliorer la performance de ses ouvriers, mais en fait il allait beaucoup plus loin, et donc il leur mettait à disposition tout un environnement dès lors qu'ils adhéraient au dispositif, un logement, une facilité d'éducation, d'exercice du sport aussi, pour les loisirs, qui visait en fait un meilleur être, au bien-être de ses employés, voilà, de ses ouvriers. Alors, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête, que de devoir accompagner les personnels avec qui nous travaillons, avec nos collègues, et en tant que chef de service, évidemment, ceux qui, pendant les années d'exercice de ma fonction, de ma mission, partagent justement aussi notre charge de travail. Voilà. Il vaut mieux avoir des enquêteurs en bon état qu'en mauvais état, globalement, et je pense que le sport contribue évidemment assez naturellement à cette amélioration. En tout cas, c'est le diagnostic que pose le directeur général, et de ce point de vue-là, en tout cas, comme sur d'autres, je partage entièrement sa vision des choses. Alors, et donc, il y a une question qui est importante, là, que j'ai posée à Sephora la semaine dernière. Comment gérer l'échec ? Très grande question. En fait, tout simplement, moi, j'ai tendance à dire que l'échec fait partie justement de la réussite. J'ai cette phrase qui dit qu'on apprend peu par la victoire, mais beaucoup par la défaite. C'est vrai, parce que lorsque l'on gagne, on ne se remet pas en question. Et lorsqu'on échoue, on essaye justement de voir ce qui a cloché pour pouvoir repartir. Et l'échec, comment la vie, ça dépend des gens. Donc moi, personnellement, je prends ça comme une leçon sur mon chemin de vie. C'est-à-dire que lorsque je perds, je sais que j'ai perdu parce que l'autre était plus forte, bien sûr. Mais moi, je vais essayer d'activer et être un petit peu en retrait en me disant mais pourquoi t'as échoué ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Et là repartir à l'entraînement, travailler sur mes faiblesses pour pouvoir être meilleur la prochaine fois. Donc en fait l'échec, je trouve que l'échec c'est pas quelque chose de mauvais en soi. Ça permet justement de repartir et d'être résilient, tout simplement de rebondir face à cet échec, repartir au combat. Voilà. Moi je gère l'échec comme ça personnellement.
Alors moi je le gère aussi de la même manière, mais dans le cadre de mes enquêtes. Vous voyez comme quoi on se retrouve. Mais finalement Clémenceau a beaucoup abordé, enfin a quelquefois abordé ce sujet, enfin pas de l'échec directement, mais en tout cas de l'échec qui amène à un progrès. Effectivement, de quelques citations qui m'ont été indiquées, mais enfin ce qui m'intéresse c'est la vie des hommes qui ont échoué, car c'est le signe qu'ils ont essayé de se surpasser. Mais vous les connaissez par cœur. Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est abandonner avant d'avoir réussi. Ça c'est quelque chose que je prends pour moi, en tout cas dans le cas des enquêtes. Une enquête, et notamment les enquêtes criminelles, amènent, mais c'est vrai aussi dans le domaine, mais l'enquêteur s'investit pleinement pour solutionner une enquête. Dans les enquêtes criminelles encore plus, puisque en fait il y a un contact avec les victimes, il y a l'environnement familial, l'environnement professionnel d'une victime. Il y a forcément une charge mentale qui est une charge mentale voire affective, en tout cas ça touche, et on a envie, enfin fondamentalement quand on est confronté à un homicide, on veut trouver l'auteur pour plusieurs raisons, parce qu'effectivement il faut rendre justice. En police judiciaire, on est là pour permettre, notre mission c'est de mettre à disposition les malfaiteurs, les mettre à disposition de la justice. Et il est important qu'on puisse identifier ceux qui ont commis ce qui me semble, en tout cas dans l'échelle des valeurs, l'acte le plus grave, c'est celui d'ôter la vie à quelqu'un. C'est toujours comme ça que j'ai fonctionné, et des enquêtes criminelles, Dieu sait que j'en ai eu des dizaines et des dizaines à traiter, et c'est toujours le même moteur qui anime, et je peux vous dire que dans ce genre d'affaires, mais ça peut être vrai sur d'autres sujets, mais notamment dans les enquêtes criminelles, les enquêteurs sont extrêmement motivés pour identifier les auteurs. Le problème, c'est qu'une enquête, elle évolue pas de manière aussi simple que ce qu'on voudrait. Et donc, on traverse des phases compliquées. Les enquêtes avancent, puis après, elles stagnent. On n'a plus d'éléments. On se trompe. On part sur une hypothèse et elle n'est pas la bonne. Ça rejoint un petit peu ce que je vous expliquais tout à l'heure, à savoir qu'il faut aussi savoir se remettre en question et puis peut-être avoir un regard un peu différent par rapport à une équation qu'on n'arrive pas à résoudre. Et donc ce contexte-là, il est essentiel pour pouvoir repartir et ne pas lâcher. Et je pense que de ce point de vue-là, avec Sephora, on a la même vision des choses, avec des finalités qui sont différentes. Elle veut gagner, elle a raison, elle vous l'a expliqué. Moi, on veut gagner aussi. Mais on veut gagner pour la justice, on veut gagner pour les familles. Voilà, en tout cas dans ce genre d'affaires. Et il n'y a rien de pire, que de rester en échec, de ce point de vue-là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on garde les dossiers extrêmement longtemps ouverts en enquête. Parce qu'on a toujours l'espoir, quand on a tout épuisé, d'avoir quelque chose, un indice qui nous permette, une piste qui nous, comme on dit, qui nous permette de relancer les investigations. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que, de manière assez systémique, donc on a mis en place, la justice a mis en place, mais sur la base des constats qui ont été faits à l'occasion de quelques enquêtes, de l'intérêt qu'il y a de ne pas clôturer ou de rouvrir des enquêtes sur les cold cases. Vous avez vu des faits divers de cet ordre-là, tout simplement parce qu'en fait, en réalité, la science aussi évolue, et donc on peut révéler des traces, des indices qui étaient inexistants à certaines époques. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'aller chercher des individus sur des affaires de meurtre qui remontaient à 15 ou 20 ans avant. Évidemment, la prescription n'était pas toujours atteinte, donc c'était quand même assez intéressant. Et je peux vous dire que quand vous avez quelqu'un en face de vous, que vous lui mettez des éléments de preuve sur une affaire qui remonte à 15 ans, que lui avait complètement, non pas oublié, mais qu'il avait enterré, parce qu'en quelque part, après, la vie reprend ses droits, et on est dans son quotidien, et on s'imagine que c'est terminé, et quand vous le rattrapez, j'ai été frappé à plusieurs reprises par le visage de celui que vous avez en face de vous, et qui, à un moment donné, doit payer, entre guillemets, c'est une expression, mais en tout cas est confronté à une réalité de ces actes criminels pour lesquels il va devoir rendre des comptes devant la justice et devant les familles. Et donc, par effet miroir, quand vous appelez les familles et que vous leur expliquez que vous solutionnez des affaires de viol, d'agression sexuelle, accompagnées quelquefois de meurtre, 15 ans plus tard, alors que plus personne n'y croyait, c'est une vraie satisfaction. Du devoir accompli, évidemment, parce que je pense que c'est comme ça qu'on fonctionne tous, et puis de pouvoir amener une vérité, amener une solution à des familles qui sont restées comme ça en suspens pendant des années.
c'est quelque chose qui est extrêmement gratifiant, non pas à titre personnel, mais dans la motivation et dans le sentiment du devoir accompli. Voilà, ce qui me semblait important de vous signaler et de vous indiquer par rapport à cette notion d'échec à laquelle il faut toujours évidemment envisager. Vas-y, Sephora, je te passe la parole. Pour un peu aller dans la même ligne que vous, justement, en police judiciaire, en fait, vous avez la culture de l'objectif, c'est-à-dire solutionner une affaire. Alors que nous, l'objectif final, c'est ramener la médaille. Donc, on fonctionne de la même manière, c'est-à-dire, on a une culture de l'objectif. On se fixe des objectifs. On met tous les moyens qui sont en notre possession pour atteindre cet objectif, en sachant que bien évidemment on ne les atteindra pas forcément. Bien sûr, en police judiciaire, c'est quand même mieux de résoudre les enquêtes, mais voilà, le parallèle est que l'objectif est un moteur pour nous en tant que sportifs de haut niveau. On se fixe des objectifs et on essaye toujours de repousser nos limites pour les atteindre. Un peu comme les enquêteurs avec les différentes techniques que vous utilisez pour résoudre certaines enquêtes. Et pour autant, quelquefois, on reste en échec. Comme Sephora peut être amené aussi à s'entraîner, s'hyper entraîner, et ses collègues également, pour essayer de gagner une compétition. Et malheureusement, les efforts n'ont pas permis, cette fois-là, de réussir, mais permettent peut-être, la fois suivante, de gagner. C'est surtout ça. Et donc, nous, on apprend aussi, on apprend de nos échecs. Voilà. Tout enquêteur normalement constitué vous le dira. On doit être capable aussi de raisonner sur nos échecs pour pouvoir éviter d'être confronté à cette même réalité, l'affaire suivante, par exemple. Et puis on a prévu un petit passage aussi, le sport pour toutes et tous, les femmes dans le sport et les femmes dans la police. On s'est dit tiens voilà, c'est un bon sujet. Et donc Sephora va vous en parler un petit peu, au moins dans le sport, puisque ça le connaît bien. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais les Jeux Olympiques de Paris 2024 seront les premiers Jeux où il y aura une parité parfaite entre les hommes et les femmes. Donc, c'est bien pour notre pays déjà parce que nous les accueillons, et en plus c'est bien aussi pour les femmes parce que ça permet de mettre en lumière ces différentes femmes qui, tout comme les hommes, font des performances sportives extraordinaires, que ça soit au niveau du sport olympique, donc les personnes valides, que les sports du paralympique. Donc voilà, c'était important aussi de mettre en lumière les femmes qui comme les hommes s'impliquent au niveau du sport et essayent de représenter notre pays de la meilleure façon qu'il soit. J'ai cru comprendre que Pierre de Coubertin avait manifesté des réticences, lui, au départ. Hein, donc, évidemment, l'histoire lui a pas donné raison sur ce plan-là. En tout cas, le concept a évolué. Et donc, effectivement, c'est important. Alors, nous, au sein de la police, la féminisation est quand même très ancrée depuis longtemps, notamment dans le corps des commissaires de police pour commencer, puis après les officiers, bon, puis le corps des gardiennes de la paix, des gradés. Aujourd'hui, la police nationale, c'est 31,7% de femmes commissaires, 30,5% d'officiers de police, regarde Sephora, et 22,4% de gardiennes de la paix. Vous voyez, donc ça vous donne quand même une petite idée du sujet. Évidemment, après, il y a des profils de métiers, il faudrait rentrer un peu plus dans le détail, dans la police, il y a divers métiers au final, qui correspondent peut-être davantage aux femmes, mais bon, en réalité, en matière de police judiciaire, nous en avons beaucoup parmi nos rangs, et c'est une très bonne chose d'ailleurs, au regard de certaines enquêtes, par rapport y compris des fois des surveillances de voies publiques qui sont mises en place, un regard différent, une complémentarité, et puis aussi dans le traitement des auditions aussi par rapport à des personnes, des mises en cause, c'est important. Et puis dans la relation aussi, je pense, pour la police nationale, dans la relation avec la population, qui est quand même un marqueur sur lequel nous devons aussi progresser.
est une institution qui est facilement stigmatisée. Quelquefois aussi des collègues, je l'ai dit, qui sont en situation de stress et qui n'apportent pas forcément la bonne réponse. On s'est rendu compte quand même que le fait d'avoir une présence féminine permet aussi, dans certains cas, de faciliter la mission quotidienne. Ça ne résout pas tout, mais c'est important. Et donc elles ont parfaitement leur place, il n'y a pas de sujet. J'étais assez frappé par, à l'occasion de cette expo dont je parlais tout à l'heure, là notamment à Marmottan, c'est l'INSEP qui a proposé un certain nombre de documents, et donc je pense que le fonds documentaire de l'INSEP est évidemment hyper copieux, sur toutes les études médicales et scientifiques qui permettaient de comprendre comment fonctionne le corps et d'essayer de performer toujours davantage dans une épreuve, enfin dans une discipline donnée. Effectivement, en tant que sportif de haut niveau, comme j'ai expliqué, notre outil de travail, c'est notre corps. Et en face, l'adversaire aussi a conscience de cela. C'est-à-dire que nous, on essaie de prendre en considération l'évolution de la technologie pour améliorer nos performances. Donc, je ne sais pas s'il y a des coureurs parmi vous, mais... Mais par exemple, il y a une application qui s'appelle Strava qui permet justement de courir seul en autonomie, évaluant ses performances de manière individuelle. Et ça, c'est un exemple d'outil qui nous permet d'améliorer nos performances. C'est pour vous montrer que, en tant que sportif de haut niveau, on essaye de négliger aucun pan. C'est-à-dire qu'on va aller chercher tout ce qui peut nous permettre d'être au plus haut niveau, sans dopage, mais dans la réglementation, bien sûr. Mais donc voilà, l'évolution technologique nous est aussi gagnant. Alors, sous réserve qu'il n'y ait pas de triche. Bien sûr, bien sûr. Je dis ça parce qu'il y a quand même quelques scandales qu'on a pu connaître, et on est là pour se parler aussi, notamment dans le cyclisme. Je revois Philippe Ménard, là, mon collègue qui est cycliste émérite, on découvre quand même que techniquement il y a des petites choses qui quand même sont assez heurtantes par rapport à l'équité, par rapport à l'esprit même du sport. Et donc en matière de police judiciaire notamment, mais pas que, mais en police tout court, mais en police judiciaire, c'est-à-dire dans le domaine des enquêtes et de l'investigation, la technologie est un facteur alors à la fois de progression mais de handicap. Et je vais essayer d'expliquer les choses simplement. Elle évolue très très vite, cette technologie. Vous constaterez que vous avez des applications informatiques, des applications numériques, comme on dit aujourd'hui, qui sont de plus en plus efficaces. C'est fort en parler à l'instant pour l'entraînement de la course à pied. C'est vrai dans notre quotidien pour plein de choses. On a quelquefois du mal à suivre. L'État a quelquefois du mal à suivre, parce que c'est une grosse machine, l'État. Et nous, on est quelquefois confrontés à une réalité qui est que celle des criminels, des voyous, ils sont plus véloces, sont plus agiles, j'ai envie de dire, dans l'utilisation quotidienne de ces outils-là. Ça veut pas dire qu'on sache pas faire, mais on a besoin d'outils au moins aussi performants pour lutter contre les outils qui sont utilisés. Et typiquement, pour vous donner juste un exemple, tout est fait pour anonymiser ces traces aujourd'hui. Vous prenez n'importe quel système, du WhatsApp, du machin, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Tout est fait pour que vous puissiez communiquer les uns les autres sans laisser de traces. C'est assez contre nature avec les intérêts d'un policier. Nous, notre intérêt, c'est de trouver les traces. Et quelquefois, on a des difficultés à avoir un outil suffisamment efficace pour venir contrer une innovation technologique qui est très récente et dont les malfaiteurs vont s'approprier tout de suite, évidemment, pour satisfaire à leurs préoccupations qui sont celles de la discrétion. Je pense notamment au trafic de produits stupéfiants. Mais quelquefois, c'est juste aussi le cadre législatif qui met du temps à accompagner les dispositifs d'investigation dont nous avons besoin pour travailler sur du numérique. Et en France, la durée de maturation d'une loi qui autorise, dans le cadre d'un environnement très protecteur des libertés individuelles, je suis pas là pour apporter un jugement sur le sujet, mais qui est européen, qui est français, avec des tas d'institutions, c'est très très long pour faire atterrir un texte. Donc quelquefois on a l'outil, mais on peut pas l'utiliser. Voilà.
Et donc ça, c'est un vrai handicap. Donc le numérique, c'est un inconvénient de ce point de vue-là. À l'inverse, quand on a réussi à passer le cap, c'est très performant parce que, comme je l'expliquais à Sephora et à d'autres ici présents, dans votre smartphone, il y a toute votre vie. Voilà, c'est tout. Si je prends un téléphone lambda, et puis je sais tout de vous. Voilà. Non mais c'est juste ça la vérité. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que dans peu de temps, ce sera la même chose avec votre réfrigérateur ou avec votre porte de garage. Parce que effectivement, avec la 5G, tout va être interconnecté et forcément, ça laisse des traces. Et des traces, ça fait écho aux empreintes digitales, ça fait écho à l'empreinte génétique. Et donc, on voit bien qu'on est à la 3e phase où là, c'est la trace numérique. C'est ça la police du 21e siècle, enfin l'investigation du 21e siècle. C'est la trace numérique. Donc notre enjeu, il est là. Alors c'est pour le bien des sportifs, pour notre quotidien. On a des outils à disposition qui nous permettent d'être plus performants, qui nous permettent de mieux vivre, d'avoir accès à de l'information, de la culture, tout ce qu'on veut. C'est bien aussi pour les policiers. Et puis ça génère quand même aussi cette technologie une forme de criminalité qui est nouvelle, notamment tout ce qui est cyberattaque. Tout ce qui est, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure à propos des mineurs et de ces problèmes-là, et on voit bien aujourd'hui les escroqueries en ligne, tout ça c'est un enjeu extrêmement fort. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on a mis en place une task force escroquerie. Je regarde Philippe qui est chef d'état-major chez moi, une task force escroquerie à l'occasion des Jeux Olympiques, parce qu'évidemment il y a des margoulins qui mettent en ligne évidemment des annonces et puis qui derrière sont des escrocs quoi. Donc avant c'était des petites annonces dans le journal, maintenant vous le mettez sur un vecteur numérique, sauf que la différence c'est qu'au lieu de toucher 300 personnes, on touche 3 millions quoi. C'est à peu près ça c'est l'échelle de valeur quoi. Donc avec des dégâts qui sont extrêmement importants pour les victimes. Voilà. Donc c'est important qu'on reste dans le coup, voilà, et pas uniquement pour le sport, mais on doit rester au plus haut niveau de notre compétition. Voilà, si ça a encore un point de convergence avec Sephora. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, je suis tout. Si, j'ai entendu que tu voulais ajouter quelque chose. Je dirais que l'essentiel, c'est de se donner les moyens pour garder la flamme, quelles que soient nos prédilections, nos domaines de prédilection, pardon. Et j'espère que vous allez tous nous soutenir, tous les athlètes de la police nationale, qui représenteront la police aux Jeux Olympiques. Et merci pour votre écoute. Merci beaucoup.